tourisme étant des marchandises de faible densité qui doivent être acheminées en vitesse accélérée, la SNCF a recherché un moyen plus économique que celui existant pour le transport de ces véhicules. La tendance actuelle de la carrosserie automobile a permis la construction de wagons à double plancher. C'est-à-dire que pour une tare sensiblement égale à celle d'un wagon plat de même longueur, le poids du chargement se trouve doublé. Lorsque l'étage supérieur est entièrement chargé, après avoir enlevé les rampes mobiles d'accès et exécuté quelques manœuvres indispensables dégageant l'entrée du plan inférieur, on procède au chargement du rez-de-chaussée. Six voitures de type courant trouvent aisément leur place sur ce wagon. Des cales métalliques de fixation spécialement étudiées, pouvant être réglées dans le sens longitudinal et transversal, assurent au véhicule un voyage sans danger. Construit au moyen de voitures réformées, ce matériel constitue une intéressante récupération qui entre dans la politique d'économie de la SNCF, tout en assurant une saine coordination du rail et de la route. Familière à nos yeux par son aspect extérieur, cette voiture à voyageurs cache dans ses flancs un confort jusqu'ici inconnu sur le rail. Les moelleux fauteuils d'un modèle en usage sur les longs courriers aériens sont orientables au gré des voyageurs qui, si l'occasion s'en présente, peuvent, par une simple manœuvre de rotation, se faire vis-à-vis et soutenir ainsi une conversation, ou mieux encore, entamer une partie de cartes qui fera paraître le voyage plus court. Le voyageur qui veut goûter paisiblement les charmes du voyage en grillant une cigarette trouvera une position idéale grâce à l'inclinaison qu'il donnera lui-même à son siège et au repose-pied. Même bébé aura une couchette confortable. Les repose-pieds complètement relevés l'empêcheront de glisser de ce berceau improvisé. Extinction des feux. Mais monsieur n'aime pas dormir, il préfère continuer sa lecture. Qu'à cela ne tienne, il fera usage de l'éclairage individuel dont le faisceau lumineux orientable viendra éclairer sa lecture sans troubler le sommeil de son voisin. Confort et repos, telles sont les caractéristiques de cette heureuse innovation. Nice a été la première gare de France à posséder un central location, créé pour obtenir, d'une part entre les gares comprises dans son champ d'action, une meilleure répartition des places en location, d'autre part, une parfaite utilisation des trains supplémentaires mis en marche pendant les périodes de fort trafic. Depuis Toulon jusqu'à Vintimille, tous les bureaux, agences de voyage et même les particuliers s'adressent à cet organisme. Installée dans une salle climatisée et insonorisée, une table circulaire de 3,20 m de diamètre, autour de laquelle s'affairent 8 opérateurs, supporte un tambour à diagramme. Celui-ci est formé de 4 couronnes indépendantes. Chacune d'elles est divisée en 32 cases, correspondant à une voiture d'un train, et destinée à recevoir les diagrammes pour 7 jours de location. Une liaison téléphonique au moyen d'interphone permet au bureau de Nice une très grande rapidité d'exécution.
Aussitôt renseigné sur le désir du client, l'opérateur met en mouvement la couronne, dans laquelle il trouvera les diagrammes se rapportant à la demande. Réponse instantanée. Train 20 du samedi 26 mai. Une couchette deuxième classe inférieure numéro 225, voiture 1. D'accord. Confirmation de l'agent du bureau qui donne le nom du client et le numéro de son billet. C'est fini. Quelques secondes seulement ont suffi pour satisfaire le voyageur. Il ne reste plus à présent qu'à opérer selon le processus normal. Journellement, 800 places sont ainsi délivrées, chiffre qui peut atteindre 5000 pendant la période de grandes vacances, tout en donnant satisfaction à la clientèle qui est toujours assurée d'obtenir la place de son choix. Des essais de résistance au tamponnement sur un nouveau type de wagon-citerne ont été effectués à la demande de plusieurs sociétés pétrolières. Les mesures de contrainte portaient sur 12 points où avaient été scellés 9 extensiomètres et 3 rosettes, permettant de suivre principalement les réactions du liquide sur la citerne à l'instant du choc, l'attache de la citerne sur son berceau et le mode d'action de la bretelle de fixation. Ne pouvant placer les appareils enregistreurs sur le wagon-citerne à cause de la violence des chocs qu'il va subir au cours des essais, des câbles partant des extensiomètres vont relier ces derniers aux différents appareils de précision installés dans un camion. Ce dernier suivra la citerne pendant ses évolutions et les réactions invisibles seront enregistrées aussitôt transmises. Le cinéma au ralenti permettra aussi de mieux analyser le choc, comme nous le verrons plus loin. Dans le cas présent, l'essai réside dans le mode de fixation de la tonne sur le châssis. Une fixation réalisée par soudure sur un berceau central de longueur réduite et complétée aux extrémités par 2 bretelles constituera une sécurité pour s'opposer au basculement possible de la citerne sous l'effet des réactions du liquide. Lancée à 18 km/h, la citerne pleine va entrer en contact avec une rame de vieux matériel faisant office de heurtoir. Les possibilités techniques du cinéma vont permettre l'examen de l'essai visible approfondi. Le ralenti d'abord, 240 images à la seconde. Stop! Pratique, n'est-ce pas, pour examiner quelque chose? Bon, continuons. Sagement, l'image reprend la suite de son mouvement. Lancée une seconde fois, la citerne roule de nouveau vers le heurtoir improvisé, mais cette fois, un quart de son contenu a été vidangé. Le ralenti nous révèle encore les mystères d'un choc. Ce n'est pas suffisant. Prenons donc une image afin de l'examiner tout à loisir. Chaque image du film peut ainsi être agrandie photographiquement et soumise à l'attention d'un observateur. Veut-on revoir une fois encore le mouvement? Rien de plus facile. Allez en arrière, s'il vous plaît, et recommençons l'essai, cinématographiquement parlant, bien entendu. Les 20 tamponnements successifs enregistrés par les oscillographes et la caméra ont permis d'observer les contraintes et les déformations du wagon. Ainsi peut être suivie l'augmentation de ses grandeurs en fonction de la vitesse ou d'autres paramètres. L'arrimage des remorques rail-route a toujours été pour la SNCF une source de suggestion. Là encore, l'équipe spéciale de prise de vue au ralenti de la section centrale cinéma a été mise à contribution. Malgré un froid intense et avec des conditions atmosphériques tout à fait défavorables, le matériel cinématographique employé et les moyens mis en œuvre ont permis d'obtenir des résultats très satisfaisants. Il s'agissait ici d'enregistrer au ralenti, à l'aide de 2 caméras à grande vitesse, le comportement dans les chocs des cales spéciales servant à l'arrimage des remorques rail-route sur les wagons porteurs. Cette série d'essais de tamponnement, effectués à des vitesses variant entre 5 et 17 km/h,
dont le film a permis de vérifier l'exactitude des résultats d'études, portait sur le nouveau profil et le mode de fixation des remorques. Le résultat des observations relevées a déjà assuré d'importantes économies sur les dépenses d'entretien et de renouvellement de ces agrès. En vue de parer à la défaillance des entreprises dans certaines régions et d'étudier les questions de prix de revient et d'organisation des chantiers de construction de logements, la SNCF a constitué en 1947 un train-parc expérimental dont le personnel a été choisi parmi des cheminots volontaires de formation professionnelle appropriée. Par ces équipes de cheminots, de janvier à novembre 1947, 13 logements ont été édifiés au Joncherolles, sur la banlieue nord de Paris. Et les résultats de cet essai jugés très satisfaisants. L'expérience a été poursuivie. À Toul, 13 logements furent construits. 14 à Port-Saint-Louis-du-Rhône, 22 à Chalindrey. Et à Saint-Dié, 17 logements virent ainsi le jour. À Toulon, un chantier de 40 logements est ouvert. Et l'équipe du train-parc n'a pas craint de s'attaquer à la construction d'immeubles de 4 étages, dont les murs sont en maçonnerie de moellon. Ces chantiers témoins ont fait apparaître l'intérêt que présente l'étude préalable de tous les détails d'exécution, de l'approvisionnement ordonné des matériaux et de l'organisation rationnelle du travail. Fin 1951, les travaux de Toulon sont en voie d'achèvement et 2 nouveaux chantiers sont en cours à Chalindrey, 2e étape, 20 logements, et enfin à Toulouse pour la construction de 45 logements. Construit par les chantiers danois d'Elseneur pour le compte de la SNCF, le ferry-boat Saint-Germain dispose de 2 voies centrales de 105 mètres et de 2 voies latérales de 98 mètres. Il peut transporter 1000 tonnes de wagons et de passagers. Ces derniers, répartis en 2 classes, trouveront à bord de confortables cabines et d'accueillants salons dortoirs. 2 moteurs diesel à 2 temps, développant au total 6100 chevaux, lui assurent une vitesse de 18 nœuds et demi. Répondant au désir d'une clientèle soucieuse de son bien-être en voyage, le Saint-Germain aura une heureuse influence sur le développement du trafic franco-anglais.